messieurs, bonjour et bonsoir. En général de la CREF, pour creuser avec lui et avec toute cette kyrielle des journalistes, l'actualité au niveau de la CREF qui porte sur les pensions. Je suis donc entouré ici avec des collègues journalistes et différents médias. Il s'agit donc de Dimi Ernest, de Brazanet, que vous avez l'habitude de bien suivre, de Omer Elinga, de Radio Congo, et aussi bien de Merlo Libali. Bonjour chers collègues. Bonjour. Bonjour. Alors monsieur Elinga, et nous voici en face du DG de la CREF. Je pense qu'à vous d'ouvrir le bal. Alors monsieur le DG, comment se porte la CREF aujourd'hui? La même chose, comme je le dis ces derniers temps, assez bien. Nous irons bien le jour que nous pourrions parler plus aisément du traitement total des dossiers de pension numérisés depuis l'administration générale jusqu'à la CREF. Donc quand l'admission à la pension sera devenue automatique, grâce au fait que les retraités ou les agents, les travailleurs, les fonctionnaires et tous les travailleurs, les contractuels de l'État qui partent à la retraite n'auront pas le stress du départ à la retraite. Nous, ici aujourd'hui, nous traitons les dossiers une fois qu'ils arrivent à nous. Pratiquement, tout est numérisé, biométrie, numérique. Au ministère des Finances, c'est le cas. Nous attendons le troisième pied qui est en train de se préparer, c'est-à-dire l'administration générale. Et le jour où la gestion de la situation des fonctionnaires et contractuels de l'État va commencer à se faire de manière numérique, nous arrivons donc à la retraite automatique. En ce moment-là, je pourrais dire déjà qu'à la CREF, c'est un premier grand pas parce que l'établissement du dossier du pensionné deviendra juste un clic dans les 24-48 heures, puisque de manière numérique, on aura les informations à la fonction publique, aux finances et à la CREF. C'est ce jour-là que je pourrais déjà commencer à dire que ça va. La deuxième chose, c'est bien entendu le jour où nous serons dans l'application des lois et règlements et qui vont permettre de faire que la pension qui se constitue conformément à la loi, notamment le décret 84-892 du 12 octobre de 1984, qui prévoit que relativement à la masse budgétaire, les travailleurs, les fonctionnaires et contractuels de l'État cotisent à hauteur de 5% et l'État employeur à hauteur de 10%, et que c'est cela qui constitue la pension et que c'est cela seulement qui permettra en fait de parler de paye régulière de pension. Bien entendu, s'il vient à manquer, là aussi, les décrets qui existent, notamment le décret 87-447 de 1987, a prévu dans son alinéa de l'article 5, je pense, dernier alinéa, que si cela venait à être insuffisant, l'État qui lui fait la collecte des cotisations viendrait à contribuer au paiement. Et il y a aussi une autre manette qui s'est reprise, c'est qu'il sera possible d'effectuer des études actuarielles qui permettent de regarder si les cotisations 5 et 10% sont suffisantes pour combler la pension. Et nous travaillerions concrètement par rapport à ça et relativement à la loi pour que la paye de la pension soit toujours dans ce registre en fait des régularités. En gros, ce que je veux dire, c'est que je le dis tout le temps, sans que ce ne soit politique ou politicien, sans que ce ne soit des incantations. Si vous regardez toute l'architecture judiciaire de protection sociale dans notre pays, je le dis simplement parce que c'est cela. À 98%, ce sont des textes légaux et réglementaires qui portent la signature du président Denis Sassou Nguesso, qui est là en exercice. Et donc, il y a une chose, plutôt que de dire, comme a dit le président, mais faisons qu'on applique ces lois et règlements tels qu'ils existent
Et en ce moment-là, nous allons trouver des solutions. En tout cas, moi, je sais que la solution à la pension réside dans la signature des textes, dans l'application des textes réglementaires. Vous n'avez pas posé la question encore, nous y reviendrons. C'est l'exemple de la convention que nous venons de signer, cette convention ne sort pas d'ex nihilo pour faire que les retraités ne cotisent plus, ne soient pas pénalisés deux fois. Ça sort toujours de la loi 004 du 25 février 1984 et du décret 84-892 qui justement prévoit les taux de cotisation et qui en ce moment-là permet, en établissant la pension aux retraités, de prévoir y compris la prise en charge entière, parce que l'autre décret 87-447 de 1987 dit qu'on ne peut pas liquider un dossier d'un retraité et lui accorder la pension s'il n'a pas entièrement rempli ses cotisations. En appliquant toutes ces lois, nous sortons l'application seulement stricte et sensu de toutes ces lois, nous sortons de tout ce tintamarre, de toute cette tracasserie qui était donnée aux retraités. Vous savez, moi je commence par là parce que c'est quelque chose d'important qui vient de se passer. Plus jamais aucun retraité, on lui demandera ce qu'on a appelé sa participation pour compléter ses cotisations, parce que entre la CNCC et la CREF, l'application de la loi à laquelle nous nous sommes soumis aujourd'hui permet de traiter et de régler cette question et de laisser les retraités protégés par la loi, mais qui fait partie d'une batterie de dispositions légales et réglementaires, comme j'ai toujours dit. Donc, réponse, la première chose, pour dire qu'à la CREF, ça va bien, ce sont les textes qui permettront de dire que ça va bien, parce que l'application des textes permettra, y compris la résolution, le traitement des questions des pensions. Monsieur le DG, vous avez certainement suivi comme moi la réaction du président Mabio Mavungu. Alors, quelle est votre réaction par rapport à sa réaction au sujet du traitement des pensions des retraites? Oui, effectivement, techniquement, sans que ce ne soit sous un plan politique ou autre, mais après tout, c'est quoi la politique si ce n'est pas les préoccupations de la société? Donc nous suivons tous les aspects de traitement des problèmes. Mavungu Mabio, c'est un frère, c'est un ami, c'est quelqu'un que je connais bien, qui me connaît bien aussi d'ailleurs, soit dit en passant. Je l'ai suivi sur la partie pension. Je l'ai entendu parler de ses compatriotes, et il a eu raison d'en parler ainsi, qu'il voit passer, qu'il connaît certainement, qui depuis 8 ans attendent d'avoir la pension. Alors, chaque fois que j'entends parler de ça, je venais d'en parler en introduction, je m'interroge toujours si ces compatriotes ont déjà les dossiers déposés à la CREF ou bien ils sont encore hors CREF, c'est-à-dire dans la recherche des documents de leur carrière, de leurs échelons, jusqu'au dernier au niveau de la fonction publique ou l'administration où ils ont travaillé. Je donne toujours un conseil. Le jour où vous partez à la retraite, avec ce que vous avez en main, venez déjà faire établir votre dossier de pension. Comme ça, vous avez déjà au moins le minimum, le basique de la pension. Et ensuite, quand vous aurez tous ces documents, les dispositions réglementaires permettent de rattraper tous ces échelons et autres. Mais il vaut mieux déjà avoir sa pension de base. Depuis 2019, lorsque moi je suis arrivé à la CREF en 2017, il y avait près de 4000 retraités qui n'étaient pas pris en charge. Ensuite, nous sommes passés à 10 000 en 2019. Pourquoi? Parce que nous avions pensé que nous ne pouvions pas trier parmi les dossiers que nous avons les uns ou les autres. Donc il fallait que ça se fasse pour tout le monde à la fois. Et de ce que je sache, depuis 2019, moi je dis, nous n'avons plus de compatriotes qui ont des dossiers qui sont à la CREF depuis plus de 6 mois. Mais j'affirme, lorsqu'on a déposé un dossier à la CREF, le minimum de temps que moi je concède, c'est 3 mois, mais je vais jusqu'à 6 mois. Quand c'est le cas, je m'y intéresse personnellement, parce que je m'informe pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et une fois qu'ils ont leur arrêté de concession, il n'y a aucun retraité qui a un arrêté en main et qui dit qu'il n'est pas payé. Alors, la question c'est, est-ce que ces compatriotes que voient passer
mon frère Mavungu Mabio, qui depuis 8 ans n'ont pas de pension, est-ce qu'ils ont les dossiers déposés dans les crèves? Comme il s'agit de là où il habite, j'ai naturellement commis une mission en direction de la direction départementale de la crève à Pointe-Noire, au Puilou, pour qu'on regarde exactement ce qu'il en est, parce que ça m'a effectivement interpellé. J'attends d'avoir en fait un compte rendu exact pour savoir s'il y a des dossiers qui sont au devers eux, des retraités qui sont déposés et qui depuis 8 ans ne sont pas traités. Si c'est le cas, je suis le directeur général, je saurai en tirer les conséquences. Je le remercie pour l'information, mais moi je dis à ses frères, à ses compatriotes qui depuis 8 ans attendent la pension, si vous n'avez pas déposé encore les dossiers à la caisse de retraite des fonctionnaires, rapprochez-vous de nos services pour qu'au moins on vous établisse la pension de base. Maintenant, c'est vrai, j'en ai entendu un parler, la difficulté qu'il a, c'est de ne pas avoir de pièce d'identité. Il est évident que nous, qui aujourd'hui avons mis pour base, pour principe de traitement de dossier, absolument la biométrie, donc votre doigt, le numérique, donc la traçabilité avec l'intelligence nouvelle, et bien entendu tout ça lié à votre faciès et à votre pièce d'identité et tous les autres renseignements. Quand il vous manque une seule chose de ça, nous ne pouvons pas. Si nous n'avons pas votre doigt, si nous n'avons pas en fait votre pièce d'identité, si nous n'avons pas vos documents, comment nous faisons nous à la crève pour établir votre dossier? Je ne sais pas si c'est au niveau de la crève qu'il y a cette difficulté, parce que je peux vous dire qu'au niveau de la crève, quand c'est ça, nous essayons même d'intervenir au niveau des services de police pour l'établissement des pièces des retraités pour que cette raison seulement ne soit pas suffisante pour que ça traîne. Aujourd'hui, la pension, vous êtes en Amérique, vous êtes en Afrique, vous êtes en Asie, vous êtes partout en Europe. Nous n'avons même pas besoin que vous veniez ici, que vous effectuez un voyage inutile pour venir faire votre dossier de pension. L'intelligence artificielle le permet. Alors vous pouvez me demander, mais comment vous faites pour la biométrie? Nous avons pris un texte réglementaire. La biométrie, lorsque vous-même vous ne pouvez pas y être, nous avons la biométrie de vos descendants directs. Le père, la mère, le frère, la sœur, le fils, la fille. Point. Il y a au moins forcément un de ceux-là. Nous prenons son doigt jusqu'au jour où vous-même vous viendrez et en ce moment. Et le reste, ben vous avez vu pendant la période de Covid, le monde a continué à fonctionner. On a continué à traiter les dossiers en vidéoprojection. Donc généralement, nous communiquons avec les retraités en vidéoprojection. Et c'est comme ça d'ailleurs que nous avons fait un contrôle de toute la planète Terre sans que les retraités n'aient besoin de se déplacer. Le temps de donner la parole aux autres. Monsieur le DG, il y a eu le contrôle physique, le ressourcement des agents de la CREF. À quand la publication des résultats, monsieur le DG? Alors vous savez, dans ma vie, qui n'est pas une vie particulière, parce que c'est la vie un peu de tout le monde, de la naissance jusqu'à notre dernier jour, nous avons une histoire et un historique. J'ai été fonctionnaire de l'université Mariam Wapi, enseignant à l'École nationale d'administration et de magistrature. J'ai été ministre de la République. J'ai été conseiller spécial d'un Premier ministre. J'ai été conseiller à la gestion des ressources humaines et politiques d'un président de la République. J'avais la charge de suivre toutes les questions sociales, même quand j'étais conseiller. Je n'ai pas souvenir, ni dans mon pays, ni ailleurs, des contrôles qui se sont faits et qui ont été publiquement affichés. Mais ces contrôles sont faits, toutes les structures, vous les voyez là qui travaillent avec nous, contrôle d'État, ALC, tout accède à tout ça parce que c'est numérique. Je ne connais pas de contrôle qui s'est affiché parce que je n'ai par exemple jamais entendu les effectifs de la fonction publique dans notre pays. J'étais moi-même ministre de la fonction publique. Bien sûr, il y a eu des contrôles de fait, mais il n'y a pas eu d'affichage. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de résultats. L'administration a les résultats et l'administration travaille. Je n'ai pas entendu des contrôles dans l'armée, surtout là-bas, avec des effectifs. C'est ce que vous voulez? Parmi les retraités, il y a y compris des militaires. Mais des militaires, y compris ceux qui peuvent faire de la réserve, c'est-à-dire en actif. On avait effectué des contrôles, mais
C'est des contrôles qui sont là, connus, repérables, c'est numérique. Nous avons fait un contrôle biométrique, physique, documentaire et numérique. Ça veut dire que rien qu'en pianotant sur le téléphone, et moi je vous mets au défi de démentir ce que je vous dis, je reprends devant vous mes téléphones, donnez-moi un seul nom ou des noms de vos parents, je les retrouverai là-dedans. Et quand arrivent les organes de contrôle, de manière numérique, ils accèdent à toute cette documentation. À toute cette documentation. Il m'arrive parce que le travail humain, il n'est jamais parfait. Donc on ne peut pas mettre en doute, supposer, mais il m'arrive en doute quelquefois de sourire quand j'entends parler des histoires des faux retraités. Je dis, bon, comment on fait? Parce que quoi qu'il en soit, il faut qu'il existe là-dedans, ce faux. Il ne peut pas exister ailleurs que dans mon téléphone. Parce que c'est numérique. Chaque mois, je sais qui on paye. Lorsqu'on vous a payé, quel que soit le point du pays, je sais. Je vais vous prendre l'exemple du premier retraité qui n'est autre que M. Gimbi François, parce que, bien sûr, celui-là, au moins, on peut dire il a fait ça pour lui-même, c'est pas grave. Voici mon application. Quand j'ai fait comme ça, je suis dans le serveur de la CREF. Et quand j'ai mis ici, je suis dans les pensionnés. Si je tape là, je vais mettre son nom et prénom. Vous voyez, et j'écris, voilà, devant vous, je mets Gimbi, voilà, Gimbi François. François, ici. Voilà, François. Et s'inscrit Gimbi François. Vous voyez? Mais c'est pour tous les retraités qui ont été contrôlés. Biométrie, physique, on t'a vu. Documentaire, on a regardé tous les documents. Et numérique, parce qu'on a numérisé pour que nous, dorénavant, on était là. Et puis, à la fin, je clique sur Gimbi. Voilà, j'ouvre. C'est en train de s'ouvrir devant vous. Et comme ça s'est ouvert, je me pose une première question. Ce Gimbi, c'est qui? Ben voilà, j'ai son nom, Gimbi François. Quelle administration il vient? Université Marien Ngouabi, UMNG. Date de naissance, numéro de titre et où est-il payé? Voici le nom de la banque où on le paye. Pas de secret, c'est LCB. Et ensuite, depuis quand le paye-t-on? Ben, je vais aller là. Et j'ai la réponse. Depuis quand on le paye? Ben, depuis mai 2015. Et je défile. D'ailleurs, aujourd'hui, les arriérés, puisqu'on parle, allons-y. Je n'ai pas besoin, moi, de vous calculer vos arriérés parce que c'est numérique pour tous les retraités. Le jour que le gouvernement a dit on met à disposition un mois d'arriérés, j'ai à cliquer pour chaque retraité, juste un clic. On sort le mois des retraités. Si c'est 2 mois, on sort les 2 mois des retraités. Je n'ai pas, si on dit toujours, mais est-ce que vous avez calculé nos arriérés? Est-ce que nous les connaissons? Je n'ai pas à les calculer parce que c'est numérique. Chaque fois qu'on vous paye, c'est-à-dire, question, a-t-on payé M. Gimbi en février 2025? Réponse, oui. Parce que je l'ai là en février 2025. C'est-à-dire, est-ce que quand on paye un retraité aujourd'hui, moi, le directeur général, je suis au courant? Oui. Je le suis même avant le bilan général. Dès aujourd'hui, je sais, puisque c'est la machine qui fait, je sais combien on paye à la journée à Pointe-Noire, à Infondo. Là, grâce à l'intelligence artificielle. Bon, on me demande, j'entends parler de publier, mais évoluons en esprit. Ne soyons pas, ne restons pas archaïques, n'allons pas dans les modes de vie d'hier. Aujourd'hui, c'est numérisé. Nous parlons de quoi? On est où? C'est pas moi. Et souvent, je souffre d'entendre ça des plus jeunes. Les plus jeunes qui savent qu'aujourd'hui, c'est le travail, il se fait par l'intelligence artificielle qui prend tout en compte. Vous voyez ce qui est en train de se faire là? La crève qui est en train de se refaire la peau. La phase A va bientôt finir, on attaque la phase... Qu'est-ce qui est en train de se mettre, y compris? La prochaine, dès que tout sera terminé et inauguré, mais toutes ces histoires-là, vous ne les verrez plus. Nous n'avons aucun dossier. Quand vous voyez ces documents, ce sont des vieux documents. Lorsque nous faisons un dossier de pension, le retraité le dépose chez nous, nous le prenons,
nous le traitons. Quand moi j'ai visé, il s'en va. Il revient du secrétariat général du gouvernement, nous le numérisons, nous vous remettons vos papiers. Depuis 2019, nous n'avons pas de papier de retraité ici. Nous vous le remettons, nous avons tout en numérique. Ce n'est pas les vieux. Quand nous aurons fini ce travail, chacun devra se retrouver, moi y compris, enfin, celui qui sera directeur général en ce moment, moi ou un autre. Mais il aura sa machine à partir de laquelle il travaille là, plutôt que seulement le téléphone, y compris partout où vous passez. Cela est vrai dans les ministères des Finances quand ils traitent les salaires. C'est numérique. Le jour que cela devient vrai dans les administrations publiques, la pension automatique sera possible et vous verrez que le temps de traitement de dossier deviendra des heures et non des jours. Mais il faut y travailler. Et nous essayons, nous, sous l'impulsion du gouvernement, le ministre d'État, ministre du Travail, Firmin Yessa, le Premier ministre qui, bien entendu, en tant que chef du gouvernement, suit tout cela, nous essayons d'appliquer ce programme qui nous est soumis. Vous entendez, Monsieur le Président de la République, parler de ça, inviter à ça, la numérisation, la biométrie pour protéger. Et quand on paye un retraité, par exemple, les numéraires, ceux qui sont encore en numéraire, que j'invite, je n'ai aucun moyen de coercition, sinon ils invitent. Ils ont des raisons pour lesquelles ils ne viennent pas et je les comprends. Parce que deux fois, c'est les retards de banque. Deux fois, c'est les difficultés de ceci ou cela. Deux fois, c'est l'absence d'établissement financier là où ils sont. Mais lorsque, par exemple, on paye un numéraire, il faut qu'il ait le doigt, il faut qu'il ait le visage, parce que le visage apparaît dès qu'on tape, nous, sur l'ordinateur. Le visage apparaît. Il faut qu'il ait le doigt, qu'il ait le visage, qu'il ait les mêmes petites dates de naissance, qu'il ait la même pièce d'identité. Pour remplir tout ça, une seule personne, si c'est un faux, ce n'est pas possible. Donc, si on me dit, on a fait, on n'a pas le... Mais quel résultat on cherche? Nous savons qui nous avons sanctionné. Nous le savons. Monsieur le directeur général, le 24 avril dernier, la Caisse nationale de sécurité sociale et la Caisse de retraite des fonctionnaires ont signé une convention pour un meilleur traitement des pensions de salaire, de retraite. Alors, est-ce qu'on peut comprendre les motivations qui ont conduit à la signature de cet accord? La motivation particulière, c'est la double peine qui était infligée aux retraités. Qu'il s'agisse des retraités fonctionnaires de l'État ou les retraités contractuels de l'État, les fonctionnaires de l'État, quand ils travaillent, les cotisations sont récupérées par la CREF. Les contractuels de l'État, les cotisations sont récupérées par la CNSS. Lorsqu'ils avaient travaillé et cotisé, à la fin, quand ils étaient admis à la retraite, si la CNSS n'avait pas reversé son argent à la CREF, ou si la CREF n'avait pas reversé son argent à la CNSS, eh bien, ces retraités devaient eux-mêmes d'abord compléter ces cotisations et ensuite se faire rembourser. C'est quand même une double peine. Parce que le retraité, déjà le pauvre, quand il s'en va à la retraite, il n'a plus de salaire, il n'a plus de moyens. Comme ce n'est pas encore automatique en tant que tel, comme je l'expliquais, c'est-à-dire que tout n'est pas numérisé partout pour que dès le mois qui suit, le retraité ait un revenu, donc il se trouve même sans revenu. Et quand on lui demande de compléter même 100 000, mais ça devient un océan. Et, par exemple, les caisses, nous nous arrangeons pour dire, bon, vous donnez un peu, et puis, bon, on va commencer le dossier, et puis quand on vous paiera, on fera des prélèvements. Mais il y a eu quoi? Un rappel du gouvernement. C'est une question qui remonte jusque... Je le dis parce que c'est simple, on va dire encore ceci ou cela. Non, c'est une question qui remonte jusqu'à la présidence de la République. Et naturellement, de là-bas est revenu... oui, ce qui revient. C'est un questionnement qui relève de la présidence de la République, devient une attention particulière du président de la République. Qu'est-ce que c'est? Il me revient que les retraités sont obligés de payer pour avoir droit à la pension. Et qui la trouve, cette question? C'est le Premier ministre qui la prend, qui la transmet au ministre d'État, ministre du Travail, qui la transmet aux organes. Et nous avons expliqué notre bonne foi que ces cotisations, bon, à cause des cotisations de ci, de ça, au Trésor, on ne l'a peut-être pas retrocédé ou quoi. Mais malgré tout, c'est le retraité qui paye une deuxième fois.
Alors mettez un frein à tout cela. Mais pour mettre le frein, on est allé où? La même chose que je dis chaque fois. On est allé dans les lois et règlements en cours. C'est-à-dire dans la batterie des 98% de la disposition légale et réglementaire de l'arsenal juridique mis en place qui porte la signature du président Denis Sassou Nguesso. C'est-à-dire là, on a appliqué la loi 004 du 25 février 1984 et le décret 84-892 du 12 octobre 1984 qui prévoit quoi? Mais qui prévoit pour le décret 84 que les gens cotisent et que parce qu'ils cotisent, il faut que décret 87-447, que toute la cotisation soit pleine, mais la 84 vous rappelle que non, mais vous avez retiré 5% aux agents et vous, État, vous avez même pris 10%. Donc, donnez les cotisations des retraités, d'une part. D'autre part, la loi, elle a prévu aussi dans son arsenal, dans différents articles, elle a prévu que tous les Congolais qui travaillent ont droit à la sécurité sociale et comme ils ont droit à la sécurité sociale, ils ont droit à être pris en charge pour bénéficier de la pension quand ils vont travailler. Mais quand ils vont bénéficier de la pension, il faudra que tous bénéficient de la pension sans avoir rien à payer, pourvu qu'ils aient la complétude des cotisations. À partir de ces textes-là, nous nous sommes assis, les deux caisses, pour signer la convention. Pour que maintenant l'obligation pour les caisses, pour l'État qui prélève les cotisations au nom de la CNSS et de la CREF, que nous tous, nous donnions cette obligation, de mettre à disposition des caisses les prélèvements des cotisations, pour l'État, donc la CREF au Trésor, pour la CNSS, les contractuels de l'État, l'État qui prélève au Trésor, et que ces cotisations soient rétrocédées aux caisses pour que les caisses liquident les pensions des retraités sans avoir à redemander de l'argent à des retraités. C'est l'application de la loi. C'est pour ça que je continue à dire, la résolution des questions de pension, ça réside dans l'application des lois et règlements, parce que c'est là-dedans toujours seulement qu'on cherchera la réponse. Même dire que c'est fonction de l'argent, non. Parce que même dans l'état où, dans le temps où nous avions eu, comme on disait, le lait et le miel, il y avait toujours des problèmes de paye de pension. Pourquoi? Quand est-ce que sont constitués les arriérés et les arrérages? Ce n'est pas forcément pendant la crise. Les arriérés et les arrérages se sont constitués pendant tous les temps. Pourquoi? Parce que pendant tous ces temps, quand on a payé les pensions, on n'a pas appliqué stricto sensu la loi. Si on avait appliqué stricto sensu la loi, il n'y aurait pas eu des arrérages et des arriérés. Les arrérages étant ce que on n'a pas perçu du jour où on est parti à la retraite au premier jour où on commence à percevoir la pension. Si, conformément à la loi, on avait garanti le délai d'établissement du dossier du retraité et que les administrations avaient apprêté les documents des retraités pendant ce délai, qu'ils l'avaient mis par exemple même à 3 mois, disons, même à 6 mois, est-ce que vous auriez eu des arrérages de 12, 15, 20, 30 mois? Non. Donc c'est la loi qu'il faut appliquer. Nous prenons les arriérés. Si on avait appliqué la loi, que la pension, c'est le résultat des prélèvements de cotisations relativement à la masse salariale, et chaque fois qu'on paye le salaire, cela veut dire qu'on a prélevé 5% chez les agents et 10% l'État a contribué, il y aurait toujours eu un minimum de prélèvement d'argent de pension par l'État et il n'y aurait pas de raison qu'on ait 5, 10, 15, 20 mois de retard de pension. La loi, toujours la loi. Et on va dire, oui, mais s'il n'y a pas d'argent. Oui, s'il n'y a pas d'argent, il y aurait eu un mois où la pension aurait été insuffisante, mais on pouvait en ce moment-là aller dans une réflexion. Est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir sur l'augmentation du taux de cotisation des pensions? Mais pour le faire, il faut aussi que là, les choses soient claires. Combien est prélevé
De combien est la masse salariale? Là aussi, là-bas, comme je disais, c'est un État. Il n'y a pas besoin que ce soit public. Mais les instruments devraient avoir accès à ces informations, notamment le ministère des Finances, le ministère du Travail, le ministère de la Fonction publique et les directions des caisses qui sont habilités à porter les secrets d'État. Et en ce moment-là, vous travaillez pour vous dire, bon, ok, il y a si, nous allons faire une étude actuariale qui permet d'augmenter les prélèvements chez les agents et les cotisations à l'État, toujours dans le cadre de la loi. Bon, les esprits simples vont dire, mais pourquoi on ne fait pas ça maintenant? Mais vous n'allez pas faire ça maintenant, au moment où le retraité attend déjà d'abord ce à quoi il a droit, à partir des cotisations qu'il a faites, ce n'est pas réglé, et le travailleur va accepter l'augmentation des cotisations. Non, il faut d'abord régler ça pour qu'on avance. Voilà. Oui, monsieur le DG. Alors, c'est devenu un leitmotiv au niveau des retraités, vous le savez bien, c'est le même son qui revient d'ailleurs, puisque les mêmes questions sont souvent abordées. Mais alors, la régularisation de la paie des retraités, comme je venais de le dire, reste une préoccupation majeure pour ces derniers, parce que il arrive que l'État congolais fasse une promesse ferme, il arrive que l'État congolais engage 2 mois de paiement, ça crée de l'espoir. Et nous allons petit à petit vers la présidentielle. Les retraités m'ont dit de vous dire ou de vous demander, est-ce que vous pouvez leur garantir cette régularisation? Mais vous savez, moi, vous me posez la question, bien sûr, je suis l'État. Je suis directeur général de la CREF, donc je suis un des maillons de chaîne de l'exécutif. Et je n'ai pas à me dérober à cette question. Moi, je sais que la volonté absolue, aujourd'hui, j'aurais même pu repartir à il y a depuis 3 ans, 2022. Je pense qu'en 2022, nous avions payé 12 mois sur 12. En 2023, nous avions payé 12 mois sur 12. En 2010, ça avait été payé 10 mois sur 12. En 2025, aujourd'hui, nous sommes au mois d'avril, qui finit déjà. Mais la dernière pension qui devait être payée, c'est mars. Je pense qu'elle est payée. Donc du 1er janvier au 31 mars, les 3 mois sont payés. C'est-à-dire que de janvier 2022 à aujourd'hui, fin mars 2025, il y a eu 2 mois de couac. 2 mois. Je n'ose pas dire 2 mois seulement. Parce que 2 mois, c'est 2 mois. Ça montre une volonté de cette régularité. La chose à laquelle, en tant que directeur général de la CREF, faisant partie de l'exécutif, mais étant à la cuisine, la chose que je souhaite, c'est d'être sûr d'avoir toujours et de l'huile, et la tomate, et le poisson, et les légumes, conformément au budget alloué mensuellement, c'est-à-dire conformément aux lois et règlements. Et jusqu'aujourd'hui, je pense que cette volonté est d'actualité. Je sais à quoi on fait référence. C'est le quoi qu'il y a eu du mois de mars. Le retard que nous avons, cette petite perturbation que nous avons observée tous au mois de mars. Moi-même, on m'appelle. On me dit, il faut communiquer. Mais pourquoi une personnalité est venue dire j'assume? Mais parce que c'est aussi une communication. J'ai entendu la même personnalité, parce que c'est aussi une communication. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tous les détails de tout, moi j'ai vu s'exprimer, alors que nous étions en plein deuil au village, personnellement, j'ai vu s'exprimer la démarche du ministre d'État, ministre du Travail, la démarche du ministre des Finances, et modestement moi-même avec eux à côté d'eux, aux côtés du président de la République. Nous étions en plein deuil. Mais il s'agissait de tout ce qui concernait la pension. Quand j'ai fini de dire ça, je n'ai pas de détails. À quel résultat sommes-nous arrivés après tout ça? À ce que la pension a été rapidement payée.
La question c'est, nous sommes en avril finissant. Est-ce que le mois d'avril sera payé? J'ai l'intime conviction que oui. Parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit non. J'ai l'intime conviction que oui. Mais la raison financière, puisqu'elle existe aussi, peut faire que ce soit éventuellement non. Cependant, quel est mon vœu le plus cher et le vœu de tous et des retraités? C'est que le mois d'avril soit payé, compte tenu d'un certain nombre d'éléments que je ne développe pas. Je dis, malgré tous ces éléments, avril a dû régulièrement se constituer et pourrait et devrait être payé. Mais c'est l'intime conviction. Qu'est-ce que je peux répondre aux retraités qui ont dit ce qu'ils ont dit, à part ce que je vous dis? Je ne peux pas en dire plus. Mais nous travaillons tous, en tout cas parce que la volonté vient du sommet. Confidence pour confidence, je ne sais pas si j'en ai une. J'ai eu le bonheur d'entendre le ministre des Finances me dire les instructions du président de la République sur la gestion des salaires et des pensions. Je n'ai pas envie de dire un mot que vous auriez aimé entendre dire, mais j'ai été heureux de l'entendre parler des instructions dans ces moments-là. Et je l'ai vu agir et réagir. Et puisque vous voulez qu'on communique, je peux vous dire même, hélas mes téléphones sont partis, je peux les faire revenir. Il venait même de quitter Brazzaville en direction de Paris et Washington, que personnellement il m'a fait envoyer un message pour confirmer que bon, tout est revenu à l'ordre. Et dans les 2 heures qui suivaient, le Trésor nous avait appelé pour dire oui, effectivement, la pension a été virée, comme vient de dire. Donc, c'est une volonté farouche qui est là. Je ne veux pas dire que c'est seulement à cause ou du fait de ce qu'il y a des échéances électorales, présidentielles. Malgré tout, je suis psychologue, je suis acteur social, je suis congolais. Ces moments-là ne sont-ils pas des moments souvent redoutés chez nous, d'élections présidentielles? Et si on peut ne pas avoir ces prétextes de retard de pension, eh ben, en tant que directeur général, je ne peux pas espérer mieux. Parce que quelquefois, c'est vrai, moi qui suis dans les arrières de la machine, ben, souvent je dois recevoir la vapeur, la chaleur, la transformer en air frais et puis la rapporter un peu plus frais. Mais vous qui êtes avec moi, vous savez que là, il y a 2 semaines, j'en profite d'ailleurs pour rendre un remerciement aux partenaires sociaux. C'était chaud quand même. Hein, nous l'avons vécu ensemble. C'était très, très chaud. Et je comprends pourquoi. Parce qu'en fait, c'est le syndrome d'absence de pension. Il y a eu 2017, 2018, 2019, 2020, où la pension... Moi-même, j'allais même annoncer une chose banale à la télé. Oui, moi-même. J'allais vite annoncer la paye de la pension alors que c'est quelque chose de banal. Mais parce qu'en ces moments-là, ce n'était pas aussi banal que ça. Il fallait le faire pour apaiser, pour atténuer. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait quand la pension est là, je leur demande de mettre le calendrier, de le publier. Surtout que maintenant, tout le monde publie les payes de pension. Tout le monde. Tout le monde. Vous voyez dans quel état, dans quelle situation je vis. Tout le monde, donc dès que tout le monde a publié, ça y est, c'est viré, ça y est, c'est payé, et tout le monde est déjà dans une attente chaude. Et si ça bug comme ça a fait en mars, là, ça s'est chauffé, mais parce que les gens étaient déjà prêts à aller percevoir la pension. Et quand ce n'est pas arrivé, et là, le syndrome absence de pension s'est manifesté pleinement. Ça ne s'est pas vu, heureusement, à l'extérieur, par le fait de la responsabilité des partenaires sociaux, mais je ne vois pas avec quel partenaire c'était doux. Non. Même les plus conciliables, plus aucune parole n'avait de valeur. Hein? Nous l'avons vécu ensemble, vous qui êtes avec moi au quotidien. C'était chaud, très chaud. Mais lorsque nous avions aussi transmis cette chaleur, ben, l'autorité suprême, bien que dans les conditions, comme je disais, et la volonté de tous au milieu a fait que, bon, nous sommes sortis de là. Aujourd'hui, c'est comme si ceci ne s'était pas passé. Mais on a quand même eu des fortes fièvres. Hein? Peut-être pas de niveau du Covid, mais ça a quand même... Et puis, il faut dire aussi qu'on a perdu l'habitude, en fait, de ces réchauffements. Hein? Personnellement, oui, peut-être qu'on a perdu l'habitude de ces chaleurs.
Parce que la chaleur qui s'est dégagée là, il y a longtemps que, personnellement, 3 ans pratiquement de non-chaleur aussi intense. Donc, j'ai la conviction intime que oui, en avril, la pension devrait être virée. Tout ça, c'est aussi les résultats d'un travail sérieux qui se fait, un grand chantier que vous avez engagé. Il s'agit de celui de l'informatisation de la caisse de retraite de fonctionnaires. Alors aujourd'hui, notre question est très simple. Au-delà de ce qui est fait, au-delà des résultats qu'on voit aujourd'hui, où en est-on avec le processus? C'est qu'il est graduel au fur et à mesure. Mais est-ce que l'essentiel est déjà fait à ce jour? Non, l'essentiel, non. Parce que vous voyez, il y a une chose. Vous savez, c'est le cœur même de la machine. Un jour, je veux vous inviter, vous allez venir pour voir toutes les installations qui se font et les experts qu'on fait intervenir. Parce qu'il reste la partie de la protection. Tout le problème, c'est que vous mettez le dispositif informatique, vous mettez tout, vous numérisez, mais il faut protéger. Parce qu'il y a un mercenariat là-dedans. L'un des grands problèmes de la CREF, quand je suis arrivé, était le fichier informatique. Soit du fait des acteurs qui pouvaient le manipuler, soit du fait des intervenants qui pouvaient rentrer là-dedans, faire, je ne sais pas comment ils appellent, et puis bon, en ce moment-là, traficoter, quoi que ce soit. Donc, je ne peux pas dire que ça avance. Nous avançons. Dans tous les cas, Monsieur le Président de la République l'a dit lors de la dernière intervention sur l'état de la nation, il n'y a pas de pays qui vont se développer si nous n'avons pas accès à l'intelligence artificielle, si nous n'avons pas fait développer l'intelligence artificielle. Hein? Je vois tout le travail qu'est en train de faire le gouvernement par le ministre Ibombo. C'est ça le chemin pour arriver à... Aujourd'hui, je suis heureux d'une chose, on paye, je ne sais pas, à Mokeko là-bas, ou bien bon, moi je peux dire qu'est-ce qu'il en est, mettez-le-moi sur mon téléphone et je vois. Aujourd'hui, je peux dire quelles sont les personnes qu'on a payées à Brazzaville. Hein? À Brazzaville. Et j'appelle, je dis, monsieur Daeux, je peux avoir quelles ont été les payes de Brazzaville ce soir, je les aurai sur mon téléphone. Et je les ai. Quand le mois est fini, avant que n'arrive toute leur paperasse sur le téléphone, j'ai déjà ce qui s'est fait automatiquement. Pourquoi? Parce que les machines sont réglées telles que, quand ils payent là-bas, ils n'ont pas le moyen d'arrêter le transfert vers moi. Monsieur le Daeux, vous avez les moyens? Non. Dès qu'ils payent quelqu'un, ils n'ont pas le moyen d'arrêter le transfert de cette paye vers moi. Donc, on peut dire déjà que c'est, mais est-ce que vraiment c'est... Non. Il faut y compris protéger cela parce que très facilement, ces gens super intelligents rentrent dans votre fichier et puis ça manipule et puis ça fait ci et puis ça fait ça. Bon, nous sommes très jaloux de cela, mais bon, on avance. D'autant plus qu'on a des encouragements évidents. C'est vous-même qui avez été ici avec la presse. La CREF s'est trouvée dans le bottin de la présidence au moment du discours du président. C'est un encouragement, mais en même temps, c'est une mise en garde parce que si on vous fait ce privilège-là, c'est beau, mais ce n'est pas aussi un cadeau. Hein. Parce qu'en ce moment-là, vous êtes obligé de... Ah oui, de vous y mettre, parce que, bon, pour dire la vérité, peut-être qu'il y en a au moins un qui pouvait ne pas être content de vous voir là-dedans aussi. Donc, il faut travailler davantage. Et voilà, donc, pour répondre à votre question, je ne peux pas dire aujourd'hui que nous sommes dans une satisfaction absolument. Non, on avance. On avance avec toutes les intelligences, on prend des partenaires, on prend même au niveau général avec tous les problèmes que nous avons. Bon, il faut dire aussi que dans la jeunesse congolaise, il y a davantage en fait l'intelligence artificielle. Et que tout ça, certainement, le moment venu permettra, avec les recrutements qui se font à la fonction publique, on finira par trouver des perles qui vont à un moment donné, lorsque nous serons arrivés à un point donné, venir prendre tout ceci en main pour que, effectivement, ça connaisse vraiment, parce que des compatriotes qui connaissent la matière, nous les avons, on n'a pas forcément besoin de l'expertise extérieure, en fait.
Ceux qui font là, celui qui a emmené ça, c'est le jeune qui est là, chef du service informatique, mais comme je dis toujours, il faut davantage de qualification dans ce domaine, dans les structures pour que... mais les conditions, peut-être pour l'heure, ne permettent pas encore ça, mais c'est un point, par exemple, pour la CREF. Pour arriver à ça, pour la CREF, il y a cette condition-là. Il faut y compris de la richesse, il faut enrichir l'environnement intellectuel, l'environnement technique ou technologique. Parce que, pour la plupart, dont moi-même, nous sommes un peu des aveugles. Hein. Il faut ces jeunes-là qui connaissent ces choses-là. Voilà. Alors dans ce sens, dans ce cadre technique, puisque la CREF est appelée à évoluer, à rimer avec les nouvelles technologies telles que vous présentez, à quand donc, monsieur le DG, la connexion entre fonction publique, CREF et l'état civil de la mort? Nous envoyons les bottins au trésor là-bas dans les administrations publiques pour payer les salaires, non? C'est la situation des agents dans l'administration qui sont transmises, c'est tout. De la même manière à la CREF, quand ils ont l'information, ils traitent là-bas, c'est numérique, c'est numérisé. Le jour où, si vous êtes fonctionnaire ou contractuel de l'État ou tout ce que vous voulez, quand vous irez dans les services, c'est qu'on ne passera pas le temps à dépoussiérer les documents dans les tiroirs là pour vos avancements, pour vos... Bon. En plus, l'administration publique a encore... cette petite maladie, je pense, sur laquelle ils sont en train, je crois savoir, des informations que j'ai, ils sont en train de travailler. Nous, ici à la CREF, par exemple, les changements de gouvernement n'ont pas d'incidence. Ou j'allais dire si, mais les retraités ne les... En fait, ça a une incidence parce qu'il faut changer les documents qui sont déjà passés. Mais les retraités n'ont pas le temps de s'en apercevoir parce qu'au quotidien, grâce au numérique, nous savons... Le jour qu'on remanie, nous arrivons au chiffrage rapide des dossiers qui ont traversé ma porte. Dès qu'ils ont traversé, la DGCB, le ministère, le secrétariat général du gouvernement qui travaille sur le plan numérique, là-bas aussi. Ben, c'est déjà de quoi il s'agit. Et dans les 24 heures, 48 heures, nous, généralement, tous les dossiers qui étaient partis sont vite revenus et 48 heures après avoir repris... la marche des choses sans que le retraité n'ait eu le temps de se réveiller et de se demander qu'est-ce qu'il en est de son dossier. Or, dans l'administration générale, quand ça revient, le circuit que ça reprend peut durer encore le temps que ça a pris pour se faire. Mais vous le savez, au ministère de la fonction publique, le travail est en train de se faire. Vous avez accompagné notre directeur de cabinet partout, donc on est au niveau du ministère très avancé sur ce point, avec la Banque mondiale et autres, sur le plan de traitement numérique des dossiers. Lorsque cela sera accompli, c'est vrai que pour cette mastodonte de fonctionnaires, souvent il y a des problèmes financiers aussi. Hein. Est-ce que les finances leur permettent toujours d'avancer à... Mais nous osons espérer que d'ici 2025-2026, on aura fini avec ce problème et puis arriver à cette automatisation que le président de la République appelle de toutes ses forces. Voilà, on va y arriver. C'est pas... Je ne pense pas que ce soit vraiment, je ne pense pas que ça soit aussi dit. Ça arrivera, ça va finir par arriver d'ici là, quand l'administration publique aura fini ce travail qui est fait dans tous les départements. Si les finances leur permettent d'avancer, je pense que c'est quelque chose que nous pourrons voir d'ici 2026. Et on sort de ça, ce qui va être un grand pas pour les retraités. Parce que les retraités partis à la retraite, pour venir à la CREF, ça deviendra un clic. Et là, tant que c'est un clic, c'est... Monsieur le DG, le problème de la paix à double vitesse. Il fut un temps, les retraités de la CREF s'inquiétaient du fait que certaines banques retardent parfois dans le paiement des pensions des retraités. Est-ce que ce problème a été résolu par certaines banques qui retardaient parfois dans le paiement de ces pensions? Non, je crois qu'il ne faut pas appeler ça la paix à double vitesse. La paix à double vitesse veut dire on paye les uns, c'est fini, on attend et puis on va payer les autres. Nous, la pension, nous la traitons en numérique. La pension,
nous la traitons en numérique. Qu'il s'agisse de ceux qui sont payés en banque que de ceux qui sont payés en manuel. C'est-à-dire que quand, au moment où je vous parle, si on m'annonce que la pension est arrivée, nous sommes à 12 heures. Ça veut dire que jusqu'à 17 heures, j'ai le temps d'appuyer. Hein? C'est le cas. Hein? Vous voyez, la dernière fois, la pension est arrivée vendredi. Un vendredi, 12 heures ou 13 heures. Clic, LCB, la Banque centrale, où vont toutes les pensions. Et ils nous ont confirmé que c'est arrivé. Nous, on a cliqué pour dire OK, parce qu'on a tous les documents qu'on a apprêtés. Vendredi, samedi, je pense, ils étaient en train de payer les retraités de la LCB. Ceux pour lesquels il n'y a pas d'opération spéciale, puisque c'est la banque mère. Mais il appartient à la LCB d'envoyer aux autres banques. Et les autres banques, là aussi, lundi, mardi ou mercredi au plus tard, logiquement sont à même de payer. Je sais que Micodec le fait toujours dans les heures qui suivent. Tout ça est fonction de la célérité avec laquelle les banques traitent ces pensions. Alors moi, je dis toujours une chose aux retraités. La concurrence, c'est quelque chose quand même. Diable. Pourquoi les retraités se plaisent à rester dans les banques où on les fait traîner? Moi, je n'ai pas le droit de faire la publicité d'une banque ou d'une autre, mais j'ai au moins le droit de poser une question aux retraités. Pourquoi ne pas faire jouer la concurrence? Tu traînes avec ma pension? Donne-moi un papier par lequel je ne te dois rien. Je m'en vais à la greffe. Et là-bas, ils vont faire changer ou ils virent ma pension. Imaginez le jour où la plupart sera dans 2-3 banques. Ce sera fini cette histoire. Parce que ces banques-là, il y en a une que je n'ai pas envie de nommer. Je ne sais pas quel français ou quel anglais ou quelle langue ils parlent là-bas. Alors moi, je me dis toujours, mais pourquoi vous restez à vous faire, excusez-moi le mot, mais je n'ose même pas prononcer le mot. Donc c'est aussi la volonté des retraités. Je suis là, je sais que là-bas je suis payé le jour même ou le lendemain, mais je m'en vais là où on me paye le jour même ou le lendemain. J'ai une dette, je prends le temps de régler cette dette, de la solder, et je m'en vais là où on me paye le lendemain. Je fais jouer la concurrence. Mais il faut dire aussi, saluer ces banques-là pour dire que de plus en plus, il y a des banques qui sont promptes. Mais j'en connais une au moins qui, je sais, continue à rester la tortue dans l'affaire. Mais il faut la transformer en tortue. Et puis voilà. Celle-là qui continue à faire la tortue, il faut la transformer en tortue. Comme ça, elle n'est pas toujours même la première à l'arrivée. Parce que quand je regarde les effectifs des retraités qui y sont, et tout ce qu'ils subissent sur le retour, je me dis, le retard, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont à gagner là-dedans? Puis c'est la même chose un peu partout. Si dans notre pays, nous avons choisi de faire les choses conformément aux lois et règlements, et il se trouve que 98% des lois et règlements sur la sécurité sociale, c'est le même président que nous prenons le plaisir de citer qui les a pris. Ces lois et règlements. C'est son initiative. Mais appliquons-les. Il ne suffit pas de dire, comme a dit le président, il ne suffit pas de dire le président de la République. Non. Moi, je dis le président de la République en me renvoyant aux lois et règlements qu'il a permis. La question des arriérés et arrérages. Le président de la République, par 2 fois, a pris un décret. J'ai le document ici. Par 2 fois, le président a pris un décret, j'en ai un ici, qui faisait allusion à la même chose. Décret fixant les modalités de remboursement des arriérés intérieurs, commerciaux et sociaux. Hein? Dites-moi les arriérés sociaux, si dedans vous ne mettez pas la pension. Si dedans vous ne mettez pas les arriérés et les arriérages. Les arriérés sociaux, c'est quoi? Ce qu'on doit sur la base sociale. Vous avez par exemple le 4 mars, c'est un engagement de l'État. Ça fait partie d'un arriéré social majeur. Mais vous avez les pensions. Les pensions, c'est quoi? On dit on paye les pensions. Mais en fait, on ne paye pas les pensions. Parce que les pensions, c'est l'argent que nous tous, contribuables, avons consenti de faire garder
par l'autorité, l'État, qu'on soit public, fonctionnaire ou contractuel de l'État, on est public. Gardez-nous ça pour nous le restituer. Le jour où nous aurons des problèmes pour marcher, nous aurons des problèmes, excusez-moi le mot, pour aller faire pipi, où nous aurons des problèmes pour manger, ça sera vital, même un bout de pain, vous nous les redonnez progressivement parce que nous-mêmes, on les aurait brûlés. C'est un arrière, c'est ça, la dette intérieure, remboursement des arriérés intérieurs, commerciaux et sociaux. Si nous appliquions les lois et règlements, lorsque le président de la République, monsieur le président de la République a sorti ce décret, qu'est-ce qui se passe? Sous l'autorité du gouvernement, tous les acteurs concernés sont en réunion, pas sont payés, mais sont appelés parce que c'est pas l'océan qu'on vous donne d'argent. C'est une manne qui vous est donnée, qui vient de quelque part ou que vous avez vous-même pu garder 2, 3, 4, 5, 10 milliards. Alors qu'est-ce qu'il faut? Ce sont des textes qu'il prend pour l'apaisement social, pour la paix sociale. Eh bien, tous ceux concernés par la dette intérieure commerciale, hein? Donc ceux qui ont les établissements financiers, ceux qui ont les magasins, les boutiques, ceux qui ont aussi les papiers en tête, qui ont fourni du papier, la crème, c'est tout ça les commerciaux. Ils sont concernés. Mais aussi ceux qui gèrent la dette sociale. C'est-à-dire ceux qui ont la charge au ministère des Affaires sociales là-bas ou autre, le 4 mars, ou les inondations qui se sont faites ici, ceux pour lesquels le président a pris telle décision parce qu'il a rendu ça d'intérêt national, c'est une catastrophe par exemple, ou autre. C'est ça, social. Et puis bien entendu, ceux qui ont cotisé aussi, donc le ministère du Travail, les directeurs généraux de la Caisse de Sécurité Sociale, de la SNCES, Caisse CREF et SNCES, ben, derrière le ministre d'État, autour de ça, bon, comment on fait? Mais non, par deux fois, nous, concernés par les cotisations sociales, pensions, nous avons assisté à ce remboursement intérieur, commercial et social. Mais pourquoi? Mais parce qu'on a fait ça sans se référer à la loi et au règlement. Parce que par la loi et les règlements, on se serait posé la question, en fait, mais qui ça concerne? Et la loi a dit qui ça concerne. Les lois qui sont là, sociales, prises à 98% par le même président Denis Sassou Nguesso, nous aurait dit qui ça concerne. Alors, qu'est-ce qui risque d'arriver même prochainement? Prochainement, il pourrait avoir encore un autre décret comme ça, et nous attendrions, comme si c'est frustrant. Là, je parle en tant que citoyen. Je me suis trouvé frustré. En tant que directeur général, j'avais exprimé auprès de l'autorité en gestion de qui je réponds ce qui était mon sentiment en tant que directeur général. Et je n'ai pas à en dire plus. Donc, c'est quoi? S'il y a des dettes intérieures, commerciales ou sociales, mais c'est aussi parce que nous avons connu des difficultés financières, non? Et on a connu les difficultés financières pour tous. Pour tous. Et quand le président de la République prend ce type de disposition, c'est pour l'ensemble. Et il faut associer l'ensemble. Mais il ne faut pas décider tout seul, bon, je paye ceci, je paye cela. Non. Moi, je dis non. Mais en tant que directeur général de la Caisse de retraite des fonctionnaires, j'ai aussi le droit de dire non. Parce que c'est mon rôle. Ça fait partie de mes attributions. Et je retrouve ça aussi dans les propos de M. le Président de la République sur le thème, le propos de la responsabilité. Chacun, là où il se trouve, doit assumer sa responsabilité. Depuis le 5 avril 2017, je ne me suis jamais mis à courir derrière ci ou ça. C'est vrai, je relève de l'autorité du ministre de tutelle, mais aussi j'ai une partie qui est le ressort de ma
responsabilité. Je le dis aux partenaires sociaux. Quand je vous reçois, il ne faut pas dire non, il nous reçoit lui seulement. Pas. Non, c'est à moi le premier de vous recevoir. Et ensuite, le ministre d'État. Mais moi, nous tous, c'est conformément là aussi aux lois et règlements. Pourquoi? Parce que dans les textes réglementaires et légaux, le dialogue social fait partie de ces lois et de ces règlements. OK? Vous n'en parlez pas, mais moi je vous en parle parce que des fois c'est brûlant. La question même seulement du point d'indice. C'est quoi? Puisque j'ai vu, moi je le connais, j'aperçois ces pièges sur ces papiers, donc je lui coupe l'herbe au pied pour qu'il ne l'exprime pas comme il veut le dire. La question du point d'indice, là aussi le traitement c'est quoi? Mais c'est la même chose, l'application des lois et règlements. Pourquoi est-on arrivé au point d'indice? Je ne sais pas si j'ai encore mon document où tu l'as pris, tu me l'avais donné. Il est là. Vous voyez, je vous le montre. Il est là. Avec toutes les signatures. Hein? Tous les visas et toutes les signatures. Je vous le montre. Il est là. La liste des signataires. Voilà. Vous voyez, c'est beaucoup de pages des signataires. Ça commence là. Tout ça, ce sont les pages des signataires. Tout ça. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à une, peut-être 10 des signataires. Les gouvernants, l'exécutif et les partenaires sociaux. Pourquoi? Mais parce qu'en 2013, hein, c'est 2013 si je ne me trompe, oui, je vois bien 2013, le président de la République ayant constaté, eu ces informations sur ce dérèglement, hein, de traitement social concernant la prime des pensions, le calcul des pensions. Bon, asseyez-vous, retrouvez-vous, organisez-vous, réfléchissez. Comment on fait pour que, quand on arrive à janvier 2017, tout le monde soit au point d'indice 300. Hein? Et tout le monde s'est mis, et tout le monde a réfléchi, et tout le monde a signé là. Pour que, en janvier 2017, tout le monde soit au point d'indice 300. Pourquoi ça ne s'est pas fait? Non-application des lois et règlements. Parce que ce qu'il fallait faire, c'est quoi? Ben, du 1er janvier au 31 décembre 2013, ben, on partait au fur et à mesure. De 136 à 160, tout ce qui était à 136 venait à 200. Et au fur et à mesure, on montait à 225, à 250, à 275, et tout le monde... Sauf que qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui sont arrivés là, après 2013, qui étaient donc à 160, sont arrivés à 200. Et quand il fallait passer à 225, on a fait pour les entrants, les autres sont restés là sur ce plateau. Lorsqu'il fallait passer à 250, eh bien, ceux qui rentraient sont passés à 250, ceux qui étaient venus à 125, 225 sont restés sur ce plateau. Quand il fallait passer à 275 en 2016, ben, on a fait monter ceux-là à 275, les autres sont restés sur le plateau. Ceux qui sont arrivés en 2017, tous se sont trouvés à 300, et tout le reste est en dehors de 300. Non-application des textes légaux et réglementaires. Point. Si nous ne sommes pas dans les textes, non, un État se gère par les textes. Nous sommes tous d'accord. En tout cas, de ce que j'entends chaque fois que les rappels nous est fait, notamment le rappel crucial, vous le savez, vous deux surtout, Omer et Lenga. Hein? En 2017, c'était presque le crash ici. Hein? N'est-ce pas un discours de décembre 2017 qui a détendu les choses pour qu'on arrive à passer? Et depuis, n'est-ce pas ce discours qui nous a permis, avec les retraités, à porter, hein, toute la dureté de ce passage, de ces 2-3 ans? Parce que je ne dis pas qu'il y avait l'engagement du président de la République, non, le rappel des textes par le président de la République. Et notre force, c'était quoi? On avait que ce rappel de texte, et tant que c'était pas, on n'était pas dedans, parce que ce n'est pas une affaire d'argent. Avant d'arriver à l'argent,
il y a une première chose, c'est un État. Un État, ce sont les textes. Si vous sortez des textes, vous n'êtes plus dans un État. Voilà. Et là, ça ne marche pas. Donc, nous sommes là et je pense que c'est l'un des points sur lequel travaille le gouvernement. Faire que l'État soit restauré, soit, c'est même pas restauré comme s'il n'existait plus. Que l'État ait toute sa plénitude, toute sa vigueur. Moi, j'entends ces rappels qui sont faits par le Premier ministre, chef du gouvernement. L'autorité de l'État. J'entends ces rappels qui sont faits par lui. Et à juste titre. Parce que si nous ne sommes pas dans une phase où l'autorité de l'État est posée, même les pensions, on parlera. Nous aurons même des milliers de milliards. Il n'y aura rien. Non. Il faut qu'on soit dans l'autorité de l'État. Sans l'autorité de l'État, Omer et Lenga, il n'y a rien à faire. Non, il n'y a rien à faire. Monsieur le directeur général, je pense que notre échange arrive à son terme. Alors, à vous donc de livrer votre message de la fin pour la circonstance à vos partenaires sociaux, pourquoi pas à l'opinion congolaise au sortir de cet échange. Que dire? Non, vous avez voulu que le message soit aux partenaires sociaux. Parce que vous avez dit ainsi, je m'oblige à dire quelque chose. Parce qu'en fait, en réalité, je n'avais plus rien à dire. J'ai dit tout l'essentiel. Les partenaires sociaux, c'est renouveler plutôt toute la responsabilité dont ils font preuve. Et aussi, je pense, la prise en compte de leurs responsabilités au plus haut niveau. Au plus haut niveau. Et ils le savent. C'est vrai que quelquefois, ma voix ne suffit plus, monsieur le Dayo, pour le leur dire. Parce que je sais qu'il y a 10 jours, ma voix n'était plus suffisante pour les convaincre de cette prise en compte de leurs responsabilités par le plus haut niveau. Ma voix ne suffisait plus, j'avoue. Cela m'a un peu même fait peur, mais bon, c'est aussi normal. Et comme je dis, c'est le syndrome de l'absence de pension. C'est le diable, l'épouvantail contre lequel nous nous battons. Voyez-vous, c'est ça que j'ai envie de rappeler. Janvier 2022, mars 2025, donc 22, 12 mois, 23, 12 mois, 24, 12 mois, 25, 3 mois, donc ça fait 36 plus 3, 39 mois, moins 2 mois. On pourrait penser que s'il manque quelque chose, non, ça se comprend. Non, non. Non, non. Le traumatisme qu'a laissé le non-paiement de la pension est que c'est davantage difficile parce qu'ils connaissent maintenant le mal de la non-pension. Donc, ce traumatisme s'exprime par un certain syndrome psychologique. La peur, l'angoisse, et ça crée comme une espèce de violence. Hein? Voilà. Je ne peux pas oser dire hystérie parce qu'ils avaient conscience de tout ce qui se passait. Les comportements que j'ai vus il y a quelques jours n'étaient pas hystériques, non. Je n'ai pas vu ça dans mes fondamentaux de la psychologie. Non. Non. J'ai pas eu de haine ou de peur, non. Mais en fait, ce traumatisme fait que ça devient difficile de porter cette douleur parce qu'on la connaît. Il y a les effets. Il y a tous les frères et sœurs perdus parce que, à un moment, il n'a pas pu faire pipi et puis il est parti. Dieu l'a appelé. Vous voyez, c'est tout ça. Ce sont les peurs, le stress, les angoisses. Donc, vous l'avez vécu avec moi il y a 10 jours. Ma bouche, ce qui sortait de ma bouche n'était plus capable de rassurer, même si j'engageais le plus haut niveau. Bon, mais moi, j'ai confiance. J'ai confiance en la République. J'ai confiance au gouvernement, en tout cas qui se bat, se déploie.
J'ai confiance au gouvernement par toutes les voies et par tout ce que je viens de vivre. Nous venons de vivre avec les partenaires sociaux. Les 10 jours là, ça a été quand même quelque chose de... C'était dur, c'était difficile, mais ça a été bien aussi, tel que ça s'est passé, terminé. Parce qu'on a pu voir réellement, c'est dommage qu'on ne peut pas en parler en détail, mais tout le monde a vu comment partout, il y a eu ici, il y a eu ça, et ça me laisse, moi, garder le sentiment d'espoir et peut-être de dire aux retraités, il n'y a pas de raison que là, à la dernière ligne, nous soyons en train de... Non, continuons à suivre. Moi, je suis convaincu que les choses iront davantage mieux. Voilà, chers téléspectateurs, qui a été de notre échange au sujet de l'actualité au niveau de la CREF. J'étais donc avec Dimi Ernest de Brazanet, Libali Merlot de Télécongo et aussi bien mon cher frère de tous les jours, Omer Ilenga. Au revoir chez vous, à la prochaine fois, merci.